Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette année. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2023 en espérant qu'elle vous permette de réaliser tous vos plus beaux projets. Si vous souhaitez connaître mes propres intentions, mes propres résolutions livresques pour cette année, je vous invite à me rejoindre sur mon profil Instagram. Je vous laisse le lien en barre d'informations et juste ici. Car sous ma dernière publication, j'ai détaillé, développé toutes mes nouvelles intentions, tous mes projets pour cette année 2023. Et parmi ces projets, il y en a un qui me tient tout particulièrement à cœur, à savoir apporter ma propre pierre à cet édifice, à ce bel univers livresque qu'est Booktube Instabook. Puisque si vous le savez, je suis psychologue clinicienne de métier mais aussi de passion. Et depuis quelques années maintenant, je me plonge dans des livres, dans des romans graphiques qui, pour moi, selon moi, apportent un réel intérêt thérapeutique, soit pour en savoir plus, avoir davantage d'informations sur une pathologie, une maladie ou un vécu traumatique, soit pour avoir une forme de sublimation, de créativité. Et c'est la thérapie par les livres, la bibliothérapie également, on appelle la bibliothérapie éducative ou créative. Et bien je souhaite un petit peu creuser l'affaire en vous apportant quelques conseils livresques selon certaines thématiques. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas n'importe quel jour, nous sommes lundi 16 janvier et ce lundi est tout particulier, c'est le 3e lundi de l'année et qui serait qualifié comme étant le jour le plus déprimant de l'année. Alors je dis a priori et serait car en effet cette notion remonte à 2005 d'une campagne publicitaire britannique qui pour la télévision avait décrété ce jour comme étant le jour le plus déprimant selon une formule prenant en compte plusieurs variables. Parmi ces variables on retrouve le fait que comme pour tout lundi la semaine reprend et donc la plupart des gens retournent au travail. Il y a aussi le fait de la météo et donc de la saison hivernale très froide et souvent en janvier le froid s'installe, l'hiver s'installe et qui dit froid dit également virus de l'hiver, la grippe, le Covid, les rhumes, etc. Il y a aussi le fait que les journées soient très courtes puisque lorsque l'on sort du travail, souvent il fait déjà nuit. Il y a également le fait que c'est une période post-fête, post-Noël et donc nous sommes souvent ruinés de par tous les cadeaux que nous avons faits. Le portefeuille se retrouve relativement vide et la paye de janvier n'est toujours pas arrivée. Il y a également le fait que nous nous sommes fait plaisir la plupart du temps, nous avons craqué pour de bons repas en famille, des plats savoureux et donc là forcément notre hygiène de vie s'en est retrouvée un petit peu... elle a volé en éclats et donc souvent au début d'année on reprend un petit peu les bonnes habitudes, on part sur de bonnes résolutions et c'est souvent la période de l'année, mi-janvier, où on se rend compte qu'il y a une forme de désillusion directe de début d'année où l'on se prend conscience finalement que nos résolutions, nos intentions étaient parfois un petit peu trop ambitieuses. Tous ces paramètres pris en compte et centralisés ont permis soi-disant d'établir une formule permettant de décréter que ce lundi était le Blue Monday et donc le jour le plus déprimant de l'année. Cette formule n'a a priori à mon sens aucun sens justement. Néanmoins j'ai voulu m'en saisir aujourd'hui pour ce jour très particulier qu'est le Blue Monday, ce jour dit déprimant, pour parler des troubles de l'humeur comme la dépression, mais aujourd'hui je tiens à vous parler de bipolarité. Alors pourquoi la bipolarité? Pourquoi ce choix-là? Tout simplement parce que ces derniers temps, j'ai tout simplement fait des lectures se rapportant à ce sujet et dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Mais avant de pouvoir vous parler de ces lectures, il y en a 5, il me semble important de pouvoir en 1 minute top chrono on va dire, pouvoir un petit peu faire un petit point débrief psycho sur qu'est-ce que la bipolarité et quelles sont un petit peu les notions de base à avoir avant de pouvoir se plonger dans ces livres-là. Alors la bipolarité, vous l'aurez compris, il s'agit là d'un trouble de l'humeur où la personne souffre du fait d'avoir une humeur et une énergie variables et qui varient en fonction de 2 pôles, à savoir le pôle maniaque et le pôle dépressif. Donc dans le pôle maniaque, la personne va être exaltée, survoltée comme une tornade, elle va avoir une fusion, une profusion d'idées à la minute qui peut aller même jusqu'au délire, jusqu'à la mégalomanie, voire même jusqu'à des comportements à risque. La personne est inarrêtable, inébranlable, n'a plus de limites. Et c'est le pôle maniaque. Et à l'inverse, vous avez plutôt la phase dépressive où après la manie qui a suscité énormément d'énergie, énormément d'investissement, aussi bien corporel que psychique, la personne va s'effondrer et décompenser complètement pour aller vers la dépression, une dépression
profonde qui peut aller bien sûr d'une perte d'énergie, un ralentissement psychomoteur où la personne peut passer des heures et des journées au lit comme jour et nuit, ne plus avoir envie de rien, se dévaloriser et jusqu'à aller jusqu'à des idées noires, voire suicidaires. Donc c'est une réelle maladie qu'il faut prendre en compte et ne pas relativiser, c'est très important de le savoir. Néanmoins, ici je vous ai décrit la bipolarité de type 1, à savoir ces phases de manie suivies des phases de dépression, très intenses et très extrêmes. Et c'est souvent celle qui est la plus connue, anciennement appelée psychose maniaco-dépressive, et qui est généralement stéréotypée par l'ensemble de la population, puisque c'est celle qui est la plus manifeste, qui est la plus perceptible en fait lors de la manifestation des troubles. Néanmoins, il faut savoir qu'il existe différents types, différents degrés de bipolarité, et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui grâce aux lectures que j'ai pu faire et dont j'aimerais vous parler tout de suite. Tout d'abord, j'ai lu un album jeunesse. Il s'agit de Ma mère à deux vitesses, écrit par Benoît Broyard et illustré par Laurent Richard aux éditions IG. Alors ici, cet album jeunesse est très doux au niveau de l'illustration. Je l'ai trouvé très approprié pour une première approche, une première touche dans l'univers de la bipolarité. Néanmoins, j'ai quelques reproches à lui faire et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il y a le fait qu'ici, c'est la maman qui souffre de bipolarité et elle varie de manière mensuelle. À savoir que janvier, elle est dans sa phase manie, oh, bonne résolution de l'année, je vais faire le ménage, je refais toute la maison. Et en février, 1er février arrive, bim, je tombe dans la dépression. 1er mars arrive, je repars en phase manie. Avril, je descends et ainsi de suite jusqu'en décembre. C'est pas mal pour parler justement de cette fluctuation de l'humeur et de l'énergie. Néanmoins, ce que je lui reproche, c'est cette simplification à l'extrême du rythme dans cette alternance. À savoir qu'ici, vous l'avez compris, chaque mois, la maman change d'humeur, change de pôle. Mais si ça pouvait être aussi simple, entre gros guillemets évidemment, ça faciliterait quand même les choses, notamment la prise en soin, mais aussi pour la famille, pour les proches. Puisque ici, comme nous savons qu'au 1er mars, maman va changer d'humeur et va changer d'énergie, cela permet d'anticiper certaines activités. Malheureusement, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme cela. C'est-à-dire qu'en janvier, vous le savez, c'est le moment où on pose souvent nos congés pour l'été et où on va se projeter, ne serait-ce qu'au travail, ils nous le demandent. Il y a une certaine forme de projection. Et lorsque nous avons un membre de la famille, un parent qui souffre de bipolarité, c'est très difficile de pouvoir se projeter, anticiper la phase dans laquelle se trouvera maman à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en janvier, si finalement la famille se projette pour partir en randonnée, faire un trek dans les montagnes, et finalement le jour J, si maman se retrouve en phase dépressive, elle ne va pas du tout être en capacité, en état de suivre la famille. Et donc forcément, ça va être un petit peu compliqué. À l'inverse, si vous projetez farniente, repos total, c'est bon, je profite de mes vacances pour souffler, pour respirer, on ne fait rien, et que maman finalement se retrouve en phase maniaque. Donc je vous rappelle, la phase maniaque, c'est vraiment de l'hyperactivité. C'est là où la personne va vraiment vouloir faire une multitude de choses en même temps, sursolliciter son entourage également. Et ça peut être fortement épuisant. Et donc là, la famille qui voulait se reposer et profiter de ses vacances pour ne rien faire, c'est foutu. C'est foutu parce que pour maman, ça va être très compliqué de rester là dans un transat à attendre que le temps passe et à profiter du soleil sans ne rien faire. Ce n'est pas possible. Les phases maniaques sont, au départ, on pense que on a tendance à les idéaliser en fait parce qu'elles paraissent plutôt séduisantes puisque souvent la personne réalise de nombreux projets, elle est productive, elle est dynamique, elle a le sourire, donc forcément c'est plus agréable qu'une personne qui fait la gueule, mais en vérité, cela peut être une phase extrêmement difficile à vivre pour la famille, qui forcément doit toujours composer avec l'humeur du proche. Donc c'est en cela que j'ai eu un petit peu de mal également. Par contre, en revanche, j'ai beaucoup apprécié le choix dans le titre. Vous l'aurez constaté, ma mère a deux vitesses. Le A n'est pas le verbe avoir, comme le fait d'avoir une bipolarité en possession et dont on peut se défaire. Non, au contraire, j'ai pris ce A comme étant plutôt la bipolarité fait partie de ma constitution, de mon fonctionnement, et ça c'est très important à comprendre, à savoir que la bipolarité, je vous l'ai dit, c'est une maladie, mais la difficulté pour les personnes qui en souffrent, c'est de comprendre que contrairement à un rhume ou à une grippe dont on peut guérir, la bipolarité, on n'en guérit pas. On ne peut pas la soigner totalement dans le sens où elle fait partie de vous, elle fait partie de votre fonctionnement, et ça il faut pouvoir l'accepter. Et là où on intervient, où les professionnels interviennent, c'est pour vous aider à l'accepter, bien sûr, dans ce travail d'acceptation, mais aussi
de pouvoir vivre avec, de pouvoir réduire les extrêmes justement à moins extrêmes pour pouvoir vivre un peu plus en équilibre et pouvoir vivre plus sereinement avec votre bipolarité. Donc ça c'est très important et j'ai trouvé ça très pertinent et très intéressant de le souligner dans le titre. Notamment la participation du psychologue. Ils ont permis à un psychologue d'intervenir dans ce bouquin. J'ai trouvé l'idée très intéressante. Et à la fin, vous avez le coin du psychologue pour répondre justement aux questions que pourrait se poser un enfant. Et donc, il y a un échange entre le psychologue et l'enfant en question. Néanmoins, je reproche à ce passage-là de ne pas être très clair, très explicite, de ne pas apporter de réelles réponses à l'enfant. Je me suis mise à la place d'un enfant justement et je n'ai absolument rien compris. C'était trop abstrait, trop métaphorique. Et il y a également le fait qu'à la fin, il propose à l'enfant d'être comme un autostoppeur au bas-côté de la route pendant que maman passe à vélo devant, voire même en voiture et à fond la caisse devant l'enfant, de lui faire des signaux avec des panneaux pour lui exprimer ses besoins. À mon sens, c'est peine perdue car lorsque la personne est en phase maniaque comme en phase dépressive d'ailleurs, il y a une forme de... Comment dire, la personne va être auto-centrée. Elle n'est pas en capacité d'entendre et d'écouter les besoins de l'autre puisqu'elle a déjà du mal à se gérer elle-même. Et ça, il faut pouvoir le comprendre. Donc j'ai trouvé là qu'il y avait certaines limites à mon sens, notamment dans les solutions proposées. Et c'est pourquoi je rebondis de suite sur la deuxième lecture que j'ai faite, à savoir un autre album jeunesse, mais que je n'ai pas en ma possession puisque je l'ai lu sur Audible, l'application Audible. Donc c'est un livre audio, mais que vous pouvez vous procurer très facilement, je pense. Il s'agit de Maman n'est plus comme avant, une histoire sur le trouble bipolaire écrit par Katia Mbeylara, Marie Thomas et Léa Zanoui aux éditions Dominique et compagnie. Donc c'est un livre audio que j'ai lu, que je vais vous afficher juste ici et que j'ai trouvé extrêmement intéressant pour tous les parents qui souhaitent aborder la thématique de la bipolarité avec leur enfant. Cet album-là, pour moi, est clairement adapté et peut servir comme un véritable outil thérapeutique aux parents, à tout parent, mais aussi à tout enfant qui souhaite mieux comprendre la pathologie de son parent, de son proche et qui souhaite avoir des réponses claires, concrètes. Vraiment, ce livre est une pure pépite. Il aborde notamment la question de l'hospitalisation et ça, j'ai trouvé ça excellemment bien mené car en effet, souvent, lorsque la personne souffre de bipolarité et qu'elle est diagnostiquée ou du moins qu'elle se manifeste, la personne va être amenée parfois, peut-être, à se rendre en hospitalisation pour pouvoir se recentrer, pouvoir prendre soin d'elle. Et de ce fait, elle peut être absente du cocon familial pendant plusieurs semaines. Et donc pour l'enfant, les proches, cela peut être extrêmement perturbant, extrêmement inquiétant également. Et donc j'ai trouvé que ce sujet, que ce livre-là abordait extrêmement bien la question de ces multiples hospitalisations, de ce multiple temps où les autres proches vont prendre le relais en fait pour permettre à maman de prendre soin d'elle. Donc je dis maman parce que là il s'agissait de la maman bien sûr, mais la bipolarité ne concerne pas que les femmes, hein, je tiens à le rappeler et le signaler, cela touche également les hommes. Néanmoins ici il s'agissait de maman et donc la maman s'en va, s'éloigne du contexte familial et donc c'est papa et mamie qui prennent la relève auprès de l'enfant et qui rassurent l'enfant sur le fait que ce n'est la faute de personne. Et ça c'est très important également à le souligner, ce n'est la faute de personne. Et donc maman va avoir besoin de temps pour se remettre, pour rééquilibrer, retrouver un certain équilibre et pouvoir revenir à la maison et là pouvoir échanger avec son enfant, le rassurer sur son amour, le rassurer sur les personnes qui sont là pour l'accompagner en cas de besoin, pour l'entourer en plus d'elle-même et lui expliquer concrètement, mettre des mots sur les mots puisqu'un enfant n'est pas bête et peut comprendre aussi qu'il s'agit d'une maladie, d'un trouble de l'humeur, trouble bipolaire et d'apporter des solutions concrètes comme le relais et comme le fait de pouvoir avoir ces livres-là qui sont une pure pépite à mon sens. Donc suite à ces deux albums jeunesse que j'ai lus et qui permettent déjà d'aborder la question de la bipolarité, je me suis lancée dans la lecture de trois autres livres qui sont ici les témoignages de personnes qui souffrent de bipolarité. Donc la personne elle-même qui explique et qui relate sa réalité et surtout son quotidien que nous retrouvons auprès de la plupart des personnes qui souffrent de bipolarité. Donc j'ai trouvé cela très intéressant. Je commence tout de suite avec le journal d'une bipolaire qui est un témoignage écrit par 4 mains et pas n'importe quelle main puisqu'il s'agit ici du témoignage d'Émilie Guyon qui elle est une jeune femme qui souffre donc de bipolarité et qui avec le soutien de son papa, à savoir Patrice Guyon, ont écrit ce roman, ont mis à jour
que dis-je, ce roman graphique, cette BD qui est des plus pertinentes et qui, à mon sens, est une petite pépite que j'ai lue d'une traite et qui relate excellemment bien la réalité, le quotidien d'une personne qui souffre de bipolarité. Ici, elle revient sur cette fameuse question dont nous avons parlé avant, à savoir les multiples hospitalisations, l'errance médicale aussi que l'on peut avoir avant d'être diagnostiqué, avant de comprendre qu'il s'agit là d'une bipolarité, la fameuse rencontre, le quotidien avec les autres patients au sein d'institutions, mais aussi avec les professionnels. Et là, forcément, j'ai pu être interpellée par une scène, notamment avec la psychiatre qui ne fait qu'entretenir le fameux cliché du psychiatre qui n'évoque rien et qui ni une ni deux. Premier entretien, elle s'installe face à vous et elle vous dit « Alors ?» Ici, Émilie vraiment relate un témoignage extrêmement vrai, extrêmement bouleversant et juste sur la bipolarité. Il y a bien sûr toutes les phases difficiles de peine où il est difficile pour la famille également d'accepter que tout change, que tout se retrouve bouleversé du jour au lendemain, enfin presque du jour au lendemain, puisque cette jeune femme faisait des études, a priori se portait bien, puisqu'il faut savoir que la maladie est en latence, elle est parfois présente depuis longtemps, et puis soudainement un jour elle va se manifester parce qu'il y a eu la goutte d'eau, la grosse goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et donc elle va se manifester. Pour la famille, ça rend d'autant plus difficile l'acceptation de ce changement, de ce bouleversement, puisque Émilie ne va plus être en capacité d'assumer ses études, d'assumer un travail de façon dite normale. Et donc pour la famille, parfois ça crée des tensions, ça crée des conflits, ça crée parfois des ruptures de communication. Et nous allons suivre les évolutions dans ces relations familiales qui peut être très intéressante à comprendre également du point de vue de la famille, du point de vue d'Émilie aussi, puisque forcément elle en fait les frais. Et de voir comment on peut passer d'une rupture de contact à soudainement un rapprochement parce que justement il y a eu une évolution, il y a eu une compréhension, une acceptation qui est faite là aussi et du soutien. Le soutien est extrêmement important pour la personne qui souffre de bipolarité, un réel soutien, le fait d'être accompagné à la fois par une stabilité familiale, par une stabilité professionnelle, relationnelle, mais également d'être accompagné par des professionnels de santé qui peuvent accompagner au mieux la personne. Tous ces éléments conjoints mis ensemble sont très importants pour permettre à la personne une stabilité, de retrouver un équilibre dans une pathologie qui elle est complètement instable, déséquilibrée. Ici, il y a également les victoires. Donc certes, nous évoquons les peines avec dans la phase dépressive notamment les tentatives de suicide, dans la phase maniaque les comportements à risque à la fois financiers, pour elle-même, pour son corps, pour tous les comportements à risque au niveau sexuel. Vraiment, nous allons vraiment dans le détail de ces différentes phases. Mais il y a aussi le fait, comme je vous le disais, de célébrer certaines victoires. Je vous laisse les découvrir de par la lecture. Et suite au journal d'une bipolaire que je vous invite vivement à lire, j'ai lu La bipolarité, tranche de vie, écrit par Vincent de Wouters aux éditions L'Harmattan. Alors ici, il ne s'agit pas d'un roman graphique, contrairement à mes autres lectures ou d'un album jeunesse. Il s'agit d'un témoignage écrit de façon classique, sous la forme d'un roman plus classique, traditionnel. Et c'est peut-être ce format-là qui ne l'a pas fait avec moi, puisque j'ai eu plus de mal dans ma lecture. Il me semble que pour aborder un sujet tel que la bipolarité, qui est quand même un sujet très sérieux et important, pouvoir justement avoir le format graphique, un format album, un autre format que celui plus traditionnel du témoignage classique, me semble très approprié et permet aussi d'y aller, de s'y plonger de manière moins conventionnelle entre guillemets. Néanmoins, le témoignage de Vincent de Wouters est également très intéressant, déjà parce qu'il s'agit, vous l'avez vu, il s'agit ici souvent de témoignages ou d'approches féminines. Ici, il s'agit d'avoir l'approche d'un homme qui souffre de cette pathologie, qui a aussi ce recul de par le fait qu'il a fait ce travail qu'a fait Émilie auparavant, d'écrire, donc de sublimer en fait son vécu, et d'avoir ce recul sur sa vie, puisqu'il a, je crois, une cinquantaine d'années lorsqu'il écrit cet ouvrage, et donc de pouvoir avoir ce recul sur tout son parcours, cette errance notamment médicale. Il revient lui aussi sur ses multiples hospitalisations, et il aborde aussi également un sujet très important, à savoir que dans la bipolarité de type 1, il y a donc anciennement appelée, je vous le rappelle, psychose maniaco-dépressive. Il y a en effet cette phase de manie suivie de la phase dépressive, mais on ne repart pas forcément de suite sur une phase maniaque. Il peut y avoir
une forme de répit où la personne elle arrive à arriver à sa normale, et ça j'ai trouvé ça très intéressant que Vincent l'aborde ici, ma normale, à savoir une phase un petit peu stationnaire, un plateau où la personne va pouvoir avoir peut-être quelques semaines jusqu'à quelques années, plusieurs années de répit, où la personne va ni être en phase maniaque, ni être en phase dépressive, mais vraiment un état dit stationnaire, de normothymie. Et donc c'est à cet état-là que Vincent rappelle la nécessité de réaliser qu'on est dans cet état stationnaire pour prendre de réelles décisions, parce que c'est là qu'on ne va ni être influencé par sa dépression, ni être influencé par une mégalomanie ou quoi que ce soit lié à la phase maniaque. J'ai trouvé ça très intéressant. Néanmoins, ça ne l'a pas forcément fait avec moi, déjà par rapport au format, comme je vous le disais, mais en plus, j'ai été heurtée par certains propos, notamment une phrase qui revient à 2 reprises, où Vincent avance le fait que d'annoncer que l'on souffre d'un cancer est plus facile que d'annoncer que l'on souffre d'un trouble psychique. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette phrase-là, avec cette pensée-là. Pour moi, cela peut être très heurtant pour une personne qui actuellement souffre, vit, traverse un cancer. Donc je n'ai pas du tout adhéré à ces propos-là. Et je préfère faire un petit spoiler à alerte quand même. Ce témoignage est très intéressant pour avoir le témoignage d'une personne qui souffre de cette pathologie. Néanmoins, il est quand même assez dur en fait à lire, puisque bien sûr il ne va pas passer par 4 chemins, il va vraiment aborder l'hospitalisation et les pratiques en institution parfois telles que la contention physique et chimique, les tentatives de suicide, ces propos dont je vous ai parlé. Donc vraiment un petit spoiler alerte quand même par rapport à la dureté de l'écrit, qui peut être du coup moins accessible selon la phase que vous traversez, si vous souffrez vous-même de bipolarité ou si vous êtes un proche, et ce n'est pas forcément la première lecture que je vous conseillerais. Voilà. Et donc j'en profite pour terminer par le meilleur, vraiment, à savoir la crème des crèmes, la pépite. Si je ne devais choisir qu'un seul livre dans cette vidéo, je choisirais clairement celui-ci. Je ne vous fais pas plus languir, il s'agit de Goupil ou Face, écrit par Lou Luby aux éditions Delcourt. J'ai lu et relu ce livre dans son ancienne édition. Ici, il s'agit de la nouvelle édition. J'ai craqué lorsque je l'ai vu parce que oui, je le possédais déjà. Voilà, j'ai changé de ville. Je suis sur Bordeaux actuellement. Mais il a fallu que je me le reprenne parce que clairement, je ne pouvais pas vous parler. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Goupil ou Face, et je tenais à vous le montrer concrètement. Je vous présenterai l'intérieur plus en détail lors de mon prochain post Instagram, car vraiment, aussi bien au niveau du graphisme que de l'écrit, c'est une pure pépite, une pure merveille qui, pour moi, finalement, est la synthèse de tout ce que nous avons abordé auparavant. Ici, il s'agit de parler de la cyclothymie. Alors je vous laisse découvrir ce qu'est la cyclothymie dans l'univers de la bipolarité, puisque je vous ai plus ou moins spoilé en vous disant qu'il y avait différents types de bipolarité. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce fameux plateau stationnaire, cette phase de répit que peuvent rencontrer les bipolaires de type 1 et de type 2. La cyclothymie, c'est un autre trouble la cyclothymie fait partie de la bipolarité, mais elle est différente dans le sens où il n'y a aucun répit. C'est vraiment une alternance entre phase maniaque, phase dépressive, sans plateau, sans phase de répit. Donc oui, bien sûr que la personne va moins dans les extrêmes, elle va aller davantage vers de l'hypomanie et non de la manie, et aller dans les phases dépressives, mais néanmoins la souffrance n'est pas moindre, et c'est tout l'intérêt également de ce témoignage, c'est de pouvoir le souligner et le rappeler. Et rappeler également qu'il ne s'agit pas de simples fluctuations de l'humeur comme nous pouvons en avoir tous en tant qu'être humain, et notamment être lunatique. Ce n'est pas du lunatisme ici, c'est bien une cyclothymie qui est une maladie qui fait partie des troubles bipolaires qui font partie eux-mêmes des troubles de l'humeur. Ici, il y a à la fois de l'éducation thérapeutique dans le fait d'apporter une réelle information concrète sur ce qu'est le trouble de la bipolarité, cette maladie, mais également une créativité dans le fait de personnifier, de quelque part de donner corps à cette bipolarité par la manifestation de ce renard, par l'existence de ce petit renard auquel on s'attache et qui n'est autre que la cyclothymie de Lou. Sa cyclothymie avec laquelle donc elle doit vivre, elle doit composer avec ce colocataire qui est ce petit renard. Et donc je trouve ce récit très intéressant, cette autobiographie, mais est un chef-d'œuvre thérapeutique à mon sens, et donc je vous invite à le découvrir avec son graphisme qui lui aussi rappelle ce côté bipolaire, à savoir la couleur, l'orange pour la phase maniaque et le noir de la dépression.
Je vous invite à découvrir ce roman graphique, encore une fois, la pépite de pépite, un chef-d'œuvre thérapeutique. Lisez-le, je n'ai pas d'autres mots, mais lisez-le si vous ne l'avez pas déjà fait, mais qu'attendez-vous? Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo aujourd'hui sur la bipolarité et la cyclothymie, que je ne différencie pas, mais qu'il est important pour moi de souligner puisque c'est un trouble aujourd'hui encore bien méconnu et qui permettrait de moins stéréotyper la maladie de la bipolarité. Voilà, je vous invite donc à découvrir ces différents livres. Néanmoins, si vous aussi vous avez des références livresques à me conseiller sur les troubles de l'humeur de manière générale, mais également sur la bipolarité, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas également à me mettre un petit renard justement pour souligner le fait que vous aviez écouté cette vidéo jusqu'au bout. Cela me fera très plaisir et parce que c'est pour moi l'animal qui est devenu symbolique, à mon sens, depuis ma lecture de Lou Luby, pour décrire la cyclothymie. Donc je trouve cela très intéressant de pouvoir le symboliser par un renard et de pouvoir symboliser cette semaine spéciale Blue Monday d'un renard en totem. Je vous invite également à partager avec moi si vous avez déjà lu l'un de ces livres et à me dire ce que vous en avez pensé, notamment si vous souffrez vous-même de bipolarité ou de cyclothymie. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023 et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao! J'ai oublié de vous préciser que si vous avez des questions sur le sujet, à savoir la cyclothymie ou la bipolarité, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et s'il y en a beaucoup, je ferai une vidéo spéciale FAQ, cyclothymie, bipolarité. Bonne journée!